Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de 2023, c'est le porte-parole d'Ensemble pour la République qui l'annonce. Laurent Nyemba précise que cette candidature sera soumise au Congrès qui s'ouvre la semaine prochaine à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Et c'est dans une semaine, le week-end prochain donc, que débutera l'opération d'enregistrement des électeurs. À la CENI, on accélère les préparatifs, mais déjà la commission électorale confirme le rendez-vous du 24 décembre pour le démarrage de l'enrôlement dans la zone ouest. Top Congo FM. Le projet de budget 2023 revu à la hausse au Parlement. Il est évalué aujourd'hui à 16 milliards 80 millions de dollars américains. Les sénateurs ont trouvé des recettes additionnelles après examen en seconde lecture. Top Congo FM. Une coalition pour lutter contre la corruption est opérationnelle. Elle est composée de l'IGF, de la PLC, des scientifiques, de la population. Cette coalition est observée en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption au cours d'une matinée organisée par l'SBL Cercle Axiologique. Top Congo FM. Élargissement de la sécurité sociale à tous les agents publics de l'État en général et aux enseignants en particulier. Le directeur général de la SENSAP, Junior Mata, est allé à la rencontre des acteurs de l'EPST pour aplanir les divergences et rassurer les enseignants. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de 2023. C'est le porte-parole d'Ensemble pour la République qui l'annonce. Laurent Nyemba précise que cette candidature sera soumise au Congrès qui s'ouvre la semaine prochaine à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. On l'écoute. Le président Moïse Katumbi s'est déclaré officiellement candidat à l'élection présidentielle 2023. Il n'y a pas eu congrès d'Ensemble pour la République, c'est la dictature ou comment ? Non, ça veut dire que dans un parti politique dicté par des piliers démocratiques, chaque membre a la latitude d'annoncer sa candidature. Et le président Moïse Katumbi vient de le faire, c'est un devoir républicain. Il a annoncé que le peuple congolais est en danger, le peuple est en péril. Tous les indicateurs sont au rouge. Il est candidat, mais que cette candidature doit être validée par le Congrès. Et donc, sa candidature n'est pas définitive, mais comme compatriote, comme sympathisant, comme sociétaire de Ensemble, M. Moïse Katumbi s'est déclaré candidat. Il n'est plus membre de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée pour la nation n'a aucun cadre juridique. On ne peut pas continuer éperdument à se réclamer de l'Union sacrée. Mais sur cette question, moi comme porte-parole du parti, je n'ai pas reçu mandat de vous dire que nous sommes de l'Union sacrée ou pas. Est-ce qu'il demande également aux ministres issus d'Ensemble de quitter l'Union sacrée, le gouvernement de l'Union sacrée ? C'est une question qui va faire l'objet de notre discussion à Lubumbashi, et c'est dans quelques jours à notre congrès, mais il appartient à quiconque de tirer toutes les conséquences. Au terme de notre discussion à Lubumbashi après le congrès, nous allons devoir décider sur l'avenir de ceux qui, entre guillemets, ont porté la voix de Ensemble au sein des institutions, encore qu'il faut faire la part des choses entre Ensemble pour la République, qui est notre parti, et la plus grosse plateforme Ensemble pour le changement, qui a des membres au gouvernement. Laurent Nyemba, porte-parole d'Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi pour le secrétaire général de l'UDPS. Cette annonce n'est pas une surprise. Augustin Kabouya. Ce qu'il a annoncé aujourd'hui, ce n'est pas du nouveau. Je l'avais déjà prédit et je l'avais annoncé. Dieu merci, il nous a emboîté les pas. Voyons voir comment les choses vont se préciser sur le terrain. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. Lui, Katumbi est où? Mais il est avec nous dans la gestion. Le bilan sera partagé. Tous les ministères là qu'il occupe, la Constitution dit quoi? Chaque ministre est responsable de son département. Il n'est pas dit que le chef de l'État est responsable de chaque ministère. Non, on parle de quoi? D'ailleurs, nous n'avons pas peur de ce bilan. Le bilan du chef de l'État est largement positif. Est-ce que vous allez l'aider à quitter l'Union sacrée? Est-ce que le ciel va tomber puisque Katumbi a quitté l'Union sacrée? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour l'avancement de l'Union sacrée depuis qu'il était là? Tous ces lieutenants étaient dans les médias, partout, en train de tirer sur l'Union sacrée. Vous pensez que c'est du nouveau? Lui n'a jamais été de l'Union sacrée. Il était là seulement pour s'enrichir et je vous avais même donné le programme
qu'à une année des élections, vous verrez le monsieur faire ce qu'il avait fait avec Joseph Kabila. C'est comme ça qu'il fonctionne. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et c'est dans une semaine, le week-end prochain donc, que débutera l'opération d'enregistrement des électeurs. À la CENI, on accélère les préparatifs, mais déjà la commission électorale confirme le rendez-vous du 24 décembre pour le démarrage de l'enrôlement dans la zone ouest. Le rapporteur Patrice Seya indique que la centrale électorale a besoin de l'accompagnement de toutes les parties prenantes pour atteindre tout le monde. Patricia Seya a été jointe au téléphone par Trésor Kiyombo. Je voudrais commencer par confirmer le début de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle où il y a 10 provinces, notamment la province de l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Chwapa. À ce stade, tous les matériels sont déjà déployés. La formation se poursuit où nous avons les OPS, les présidents des centres d'inscription et les préposés à l'identification. Il y a aussi la sensibilisation qui se poursuit et là, je lance un appel aux parties prenantes de s'impliquer dans la sensibilisation de la population. En dehors de ça, il y a très prochainement les membres de la plénière qui seront déployés pour renforcer la sensibilisation avec les cadres de concertation. Vous étiez il y a quelques jours dubitatif quant à la réussite du processus dans le délai des 30 jours tel qu'imparti. Aujourd'hui, pouvons-nous dire qu'il n'y a plus de crainte? Vous avez levé les doutes? Il n'y a plus de doute si chacun de nous joue sa partition, notamment les parties prenantes. Comment est-ce qu'il faut procéder pour celui qui a perdu sa carte d'électeur, par exemple? Pour celui qui a perdu sa carte d'électeur, il doit amener l'acte de naissance, mais aussi se faire accompagner de 3 ou 4 personnes déjà enrôlées. Il y a aussi le pré-enregistrement qui se fait. Même si vous vous enregistrez avant, il faut aller au centre d'inscription avec acte de naissance, passeport et carte d'élève pour les élèves, carte d'étudiant pour les étudiants. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seya, interrogée par Trésor Kiyombo. Le projet de budget 2023 revu à la hausse au Parlement. Il est évalué aujourd'hui à 16 milliards 80 millions de dollars américains. Les sénateurs ont trouvé des recettes additionnelles après examen en seconde lecture. Le président de la Chambre haute du Parlement, qui a salué cette performance, n'a pas manqué de saluer également les efforts diplomatiques déployés par le chef de l'État dans le cadre de la pacification de l'Est du pays. Modeste Bahati. Au sujet de cette agression, je dois saluer la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a permis de créer une certaine unanimité sur le plan international autour de la vraie nature de l'agression de notre pays, parce que le M23 n'était que la tête de l'iceberg dans l'océan. Aujourd'hui, tout est mis à découvert sur cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour féliciter nos forces armées pour leur bravoure, leur sens élevé de patriotisme et leur esprit de sacrifice. C'est ici le lieu de saluer vivement cet effort du gouvernement et des régies financières tendant à mobiliser les ressources au-delà des plafonds et des assignations budgétaires annuelles. Le président du Sénat, Modeste Bahati, dans la province du Congo central, la population sous une pluie battante était dans la rue pour soutenir les FARDC qui luttent pour l'intégrité du territoire. Le gouverneur Guy Bandou s'est félicité de la mobilisation tous azimuts qu'a témoigné la population qui a marché le long des artères principales de la capitale de la province du Congo central jusqu'à chuter au rond-point de Kimbangu où l'autorité provinciale a lancé un message aux forces armées de la République démocratique du Congo. On l'écoute au micro de Dani Kindazita. La marche de ce jour est premièrement en souvenir de toutes les victimes de la guerre d'agression que notre pays est en train de subir à l'Est. Nous sommes réunis ici, nous avons marché sous la pluie. Et cette pluie est une pluie de bénédiction. Pour montrer que nous soutenons toutes les personnes qui sont décédées dans cette guerre. Pour montrer que nous n'oublions pas que le pays est en guerre. Nous marchons également pour soutenir le chef de l'État dans sa quête vers la paix. Ceci est une marche de paix. Mais qui veut la paix prépare? Qui veut la
la paix prépare la paix. Nous marchons contre tous les viols qui se passent à l'Est. Nous marchons contre l'indifférence de la communauté internationale. Nous marchons contre l'hypocrisie de la communauté internationale. Nous marchons pour notre liberté. Nous sommes contre toute forme de discrimination. Mais nous marchons également pour soutenir la plainte introduite par la République démocratique du Congo pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre et pour génocide orchestré par notre voisin le Rwanda et ses dirigeants. Nous marchons ici pour réclamer justice pour les 10 millions et plus de morts. Le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou. Le vice-président de la Ligue des jeunes de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabunda dénonce le maintien de son leader dans la prison centrale de Makala. Josué Bumba accuse le président de l'Assemblée nationale d'avoir refusé de faire rapport de la situation de son leader au cours de la plénière avant la clôture de la session de septembre. Et puis, le mouvement d'éveil à la solidarité et à l'unité, la conscience nationale entend se restructurer et Mathieu Luboya a été désigné comme nouveau président pour ce faire. Ce mouvement a aussi pensé aux victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ces derniers jours. Par la bouche de son président, il a adressé le message de condoléances aux familles éplorées. On écoute Mathieu Luboya au micro de Gino Rema, Bureau de Charisma. Le mouvement d'éveil à la solidarité et à l'unité, la conscience nationale, présente ses condoléances les plus attristées aux familles ayant perdu des êtres chers sous la forte pluie torrentielle qui est tombée sur la ville de Kinshasa dans les premières heures de la journée de mardi 13 décembre 2022. Le mouvement Conscience nationale partage cette douleur, venue s'ajouter à celle qui frappe plusieurs centaines de familles victimes des atrocités perpétrées dans la partie est de la RDC par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda, tout en encourageant les autorités nationales à prendre des mesures appropriées en vue de faire respecter les normes urbanistiques et de l'assainissement de la capitale. Le mouvement Conscience nationale implore Dieu Tout-Puissant d'accorder la paix aux familles éprouvées et d'accueillir les âmes des disparus dans son royaume de lumière. Le mouvement Conscience nationale informe également l'opinion publique qu'au lendemain de son lancement et compte tenu de la pertinence de son objet social, il a enregistré de nombreuses adhésions de membres aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. En conséquence et pour des raisons d'efficacité, il a été décidé la restructuration du mouvement qui sera désormais dirigé par un président en la personne de Mathieu Luboya et comprendra un comité national dont la composition sera annoncée dans le plus bref délai. Le président du mouvement d'éveil à la solidarité et à l'unité. Et puis, les assistances aux victimes de la pluie à Kinshasa continuent. Le groupe MKB a fait un don de 10 parcelles dans la commune de Maluku, des parcelles de 20 mètres sur 20. C'est le directeur général Mbenza Kiangani, conseiller chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste, qui l'a annoncé à Top Congo. Le groupe MKB fait ce don par le truchement de la division urbaine de l'aménagement du territoire. Le délai de garde à vue doit être respecté, de même pour les conditions légales du paiement des amendes transactionnelles. Le procureur général du parquet près la Cour de cassation l'a rappelé aux officiers de police judiciaire lors d'une rencontre avec ces derniers. Le PJ Firmin Vendée promet des sanctions contre les OPJ qui procèdent aux arrestations arbitraires, à la détention illégale, à la concussion et corruption, pour ne citer que cela. Ce numéro 1 du parquet près la Cour de cassation pense qu'un OPJ ne peut se faire une star en se faisant chanter par des musiciens et être très actif sur les réseaux sociaux. Enfin, le procureur général Firmin Vendée les a appelés au sens élevé du patriotisme et de dignité dans l'exercice de leurs fonctions. Jean Bailon Gandhi est le commissaire général adjoint de la police nationale en charge de la police judiciaire. Il est au micro de Gino Rema, Bureau de Charisma. Étant donné que nous sommes l'œil et les bras de l'officier du ministère public et c'est lui le magistrat le plus élevé qui gère la police judiciaire, nous a reçus pour nous donner des instructions à nous rappeler d'abord notre mission, nos attributions et ce qu'il attend de nous. Tout à fait, nous sommes les bras et l'œil de l'officier du ministère public et il nous revient d'exercer
exécuter ces instructions. C'est nous qui exécutons les réquisitions du parquet et il va de soi que nous puissions faire aussi un travail qu'il attend de nous. Il nous l'a dit. En général, de tous les échanges que vous avez eus, quelle a été la réaction, l'appréciation du procureur? L'appréciation de monsieur le procureur, c'est le travail qu'il attend de nous. Il veut que nous puissions poser des actes qui sont conformes à la loi et nous écarter de l'illégalité. En nous écartant de l'illégalité, c'est respecter les délais de la garde à vue d'abord. Lorsqu'il nous arrive de retenir quelqu'un dans nos installations, peut-être priver la liberté à quelqu'un, nous devons respecter les délais de garde à vue. C'est ça ce qui est important. S'agissant des amendes, la destination qui sera destinée aux amendes transactionnelles, c'est connu, c'est le trésor public. Il est interdit à ce que tout officier de police judiciaire puisse empocher et donner une autre destination aux amendes transactionnelles. Le commissaire général adjoint de la police judiciaire au micro de Ginorema Bouira de Charisma. Une coalition pour lutter contre la corruption est opérationnelle. Elle est composée de l'IGF, de la PLC, des scientifiques, mais aussi de la population. Cette coalition a été observée en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption au cours d'une matinée organisée par l'ASBL, le cercle axiologique. Pour le responsable de cette organisation, il faut absolument mutualiser les efforts pour lutter contre la corruption. Il a ainsi suivi le inspecteur général chef de brigade Kabanangui. On écoute donc à ce sujet le chef de brigade, l'inspecteur général chef de brigade Kabanangui et le coordonnateur du cercle axiologique Olivier Sambi. Il n'y a pas une seule structure qui peut mener cette lutte seule. Ok ? Donc les textes créant chaque structure déterminent ses compétences. Et nous pensons que ces structures doivent travailler en synergie pour atteindre les objectifs. Il y a quelques efforts qui sont en train d'être fournis pour élever la société au travers de l'IGF, au travers de la PLC, et cela c'est fait par la vision du chef de l'État. Et moi, qu'est-ce que je peux faire avec mon ASBL? C'est d'accompagner. C'est la raison pour laquelle la stratégie, en tant qu'ASBL, qui lutte contre les antivaleurs, qui milite pour l'instauration des valeurs, a envie d'offrir à la société des personnes vertueuses. Et nous allons procéder par une série de conférences pour sensibiliser davantage. Et conférences par nous-mêmes, ça n'aura pas un écho très positif. Il va falloir qu'il y ait des intervenants dans la gestion de la chose publique qui sont avisés, qui sont transformés déjà eux-mêmes, et leur discours vont faire en sorte que ceux qui vont suivre sont s'y transformer. Vous avez ce tour à tour donc l'inspecteur général des finances, chef de brigade Kabanangui et le coordonnateur du cercle axiologique. Au moins 8702 ménages répartis dans 19 groupements, dont 5 dans le territoire de Niragongo, 7 dans le Massissi et 7 dans le Lubero, vont bénéficier d'au moins $300 américains chacun afin de leur permettre de créer des activités génératrices des revenus et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Il s'agit d'une initiative du Fonds social de la RDC dans le cadre de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC, STEP 2. Le paiement a débuté jeudi à Goma en faveur des habitants du groupement Roussayo dans le territoire de Niragongo. Correspondance Jonathan Combi. Les tout premiers à être servis, 454 ménages, sont ceux du groupement Roussayo dans le territoire de Niragongo. Tout se passe dans l'enclos de CCLK. L'objectif est celui d'aider ces familles à quitter la misère dans laquelle elles sont plongées depuis plusieurs années. Joseph Mouima, chargé des transferts monétaires au sein du Fonds social de la RDC au Nord Kivu. Ça vise à transférer de manière inconditionnelle du cash aux bénéficiaires vulnérables identifiés pour leur permettre de répondre aux besoins multisectoriels se trouvant dans leur ménage et leur permettre de créer des emplois pour la survie de leur ménage. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. Témoignage. Il s'agit d'une aide pour l'élevage et même l'agriculture. C'est pour améliorer nos conditions de vie. C'est de l'argent à ne pas rembourser. Je vais investir dans l'agriculture. Je vais acheter les semences et les outils pour faire les champs. Je suis content de cette aide. Que Dieu bénisse le Fonds social. La bonne gestion financière n'est pas du reste. Elle sera inculquée aux bénéficiaires. André Kitango, chargé des mesures d'accompagnement dans le cadre du STEP 2 au Nord Kivu. Aujourd'hui, ils ont eu l'argent, mais s'ils ne sont pas bien outillés, comment gérer l'argent? C'est comme si on prenait l'argent, on jette par la fenêtre. Signalons que ce transfert monétaire inconditionnel intervient seulement quelques jours après la validation par le comité consultatif provincial des sous-projets du STEP 2 sur financement de la Banque mondiale.
Goma Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Et dans la province de la Tchoupo, on parle d'amélioration de la qualité de la prise en charge des victimes des violences sexuelles à travers un protocole adapté aux réalités socioculturelles de leur milieu, la vulgarisation des résultats obtenus par les chercheurs de l'Université de Kisangani, de l'Université catholique de Louvain et de Gand en Belgique se poursuit ce vendredi auprès des services intervenant dans ce secteur. L'agence belge de développement Enabel se dit satisfait de ce nouveau protocole ressorti de la recherche, action réalisée depuis mars 2018. Ce protocole consiste notamment au soutien psychologique des proches des victimes affectées. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre les violences sexuelles. Ce dernier relève de la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Explication Godévo Monto. Le protocole utilisé jusque-là dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles est le reflet des normes internationales, ce qui est un aspect positif. Cependant, ces derniers n'intègrent pas les aspects socio-culturels des victimes. Pour Edouard Conan, chef de projet lutte contre les violences sexuelles d'Enabel, il a été question d'identifier les points forts et aussi des aspects qui méritent d'être révisités avec des études plus solides. Quand une fille subit une violence sexuelle, ce n'est pas elle qui est considérée comme victime, c'est toute la famille qui se sent victime. Donc si votre approche de prise en charge n'intègre pas cette dimension de la définition, vous allez passer à côté du résultat. 3 principaux résultats ont été présentés dans le cadre de cette recherche-action, ceci en partant des cas consultés au centre de santé Prince Aloalide. Le professeur Augustin Mukieke, l'un des chercheurs ayant réalisé cette enquête, explique. Les situations pour lesquelles les victimes de violences sexuelles viennent se présenter au centre Aloalide, ça c'est un résultat. De deux, il y a un résultat en rapport avec les logiques culturelles, les logiques sociales et tenant compte du contexte de la Tchoupo. Nous avons montré comment la virginité de la jeune fille est considérée comme étant une monnaie d'échange. Sachez que le centre de santé Aloalide, qui expérimente déjà ces protocoles intégrés de prise en charge multisectorielle, a pris en charge dans sa structure de 2017 à 2022 près de 3940 victimes de violences sexuelles. Kisangani, Godlivo Mondo, Top Congo FM. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence utile de Kinshasa. La province de Maï-Ndombe aura bientôt une brigade de reboisement. L'objectif est de pérenniser la plantation d'arbres afin de lutter contre le réchauffement climatique et ses effets pervers. C'est la gouverneure de Maï-Ndombe qui l'a annoncé à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. La province a aussi bénéficié d'un financement pour la plantation de 2000 arbres acacias sur une étendue de 4 hectares. C'est ce que déclare le chef d'antenne du Fonds forestier national de Maï-Ndombe, Jean-Albert Manzongo, est au micro de Jonathan Messa. Son Excellence, Madame le gouverneur de la province de Maï-Ndombe, Madame Rita Boladoula, le jour où nous célébrons la journée nationale de l'arbre, elle a annoncé la création d'une brigade de reboisement pour pérenniser les projets de reboisement que la province a bénéficié auprès du Fonds forestier national. Donc, elle veut assez que dans les 4 territoires qui composent la province du Maï-Ndombe, qu'il y ait une brigade pour assurer les reboisements afin pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets pervers. Il y a un financement de 4 hectares pour la journée de l'arbre. C'est là, si nous prenons l'écartement de 5 x 5, parce qu'on va planter les acacias qui sont des arbres importants pour le séquestration de crédit carbone. Donc ça va avoisiner 2000 arbres. Bon, la province du Maine joue un rôle très important dans la RDC parce que c'est la 2e province forestière de la RDC. Avec tout ce que la province renferme comme richesse forestière, c'est une province très importante pour la RDC. C'était le chef d'antenne du Fonds forestier national de Maï-Ndombe, Jean-Albert Manzongo. Mise en œuvre des lois sur la faune sauvage en RDC, la question était au centre des discussions entre la synergie de la société civile, les acteurs techniques et financiers ainsi que le gouvernement sous la conduite du WCS. À Kinshasa, il s'observe un problème de contrôle à cause du déficit de moyens et de personnel technique qualifié, manque de moyens financiers
faible connaissance de ces instruments juridiques. Après avoir constaté ces failles, WCS compte appuyer le gouvernement à réduire la consommation de la viande de brousse au pays. Le point avec Fanny Minesi de l'ABC, les amis des bonobos du Congo et partenaire de WCS. Elle est au micro de Rémi Moulingati. Nous avons des espèces qui aujourd'hui font face à une grande pression. La ville de Kinshasa compte 18 millions d'habitants. Nous avons des coutumes alimentaires qui font que nous consommons la viande d'animaux sauvages. Mais à l'époque, quand on allait chasser, on chassait pour sa famille. Aujourd'hui, la chasse commerciale qui doit alimenter des grandes villes et des mégalopoles comme Kinshasa exerce une telle pression sur la faune que nous avons peur que demain, nous protégeons des espaces qui sont vidés, où il n'y a plus d'animaux. Et donc, on doit trouver des solutions rapides, urgentes et efficaces pour que la population comprenne que c'est une ressource qui n'est pas inépuisable. Avoir un texte, c'est une chose. On a beaucoup de textes, mais l'application c'en est une autre. Qu'est-ce qui fait qu'on respecte un texte ou pas? D'abord, est-ce que les gens connaissent ce texte? Commençons par là. Est-ce que la population congolaise sait la différence entre une espèce qui est protégée ou pas? Est-ce qu'elle sait qu'on peut chasser à certains moments ou pas? Est-ce qu'elle sait qu'on peut chasser à certains endroits ou pas? Et puis, quand cette loi, elle est transgressée, C'était Fanny Minesi de l'ABC, les amis des bonobos du Congo. Parlons à présent de la réhabilitation de la route qui relie les villages Baongo et Tokumbo, des routes importante pour la population de Bwende dans la province de la Chopo. Les travaux ont été lancés par Félix Bosekota, le président de la SBL, encadrement des paysans pour le développement du Congo, qui était dans cette partie du pays afin de sensibiliser ses compatriotes à l'enrôlement massif. A remis également quelques motos au service de sécurité pour leur mobilité. Détail José Ipachi. Après l'inspection de ces activités et la sensibilisation des habitants de Bwende à l'enrôlement, Félix Bosekota, président de l'encadrement des paysans pour le développement du Congo, a lancé les travaux de réhabilitation de la route qui quitte Baongo vers Tokumbo de la Bré. Voyez-vous cette route? En cas d'une pluie, vos habits vont s'abîmer. Dès que Dieu te bénit, pense aux autres. J'ai pris l'initiative d'arranger cette route. Ils avoisinent 10 000 personnes. Ce sont des voies à ne pas abandonner. Je les aide car enrôlement, c'est pour bientôt. À part Dieu, mon premier partenaire, c'est le président Félix Tshisekedi, le second. La population était très émerveillée par ces gestes. Je les félicite beaucoup. Nous pouvons maintenant circuler sans difficulté. Pour tout ce qu'il a fait, félicitations à lui. Il demeure béni. Tout ce que nous faisons de ses côtés, c'est avec beaucoup de difficultés, même pour enterrer nos morts. Mais Dieu est grand, comme je vis ces jours, Félix Bosekota, venir nous aider. En tout cas, que Dieu les bénisse abondamment. Félix Bosekota a promis de tout mettre en œuvre pour que cette réhabilitation se termine avant les élections et quelques motos ont été remises au service de sécurité pour leur mobilité durant cette période d'enrôlement. José Ipachi. Grogne à l'Office des voiries de desserte agricole et à l'Office national d'hydraulique rurale, établissement public sous tutelle du ministère du Développement rural. La CCDH, Chaire congolaise des droits de l'homme, une organisation de défense des droits humains, dénonce la signature des arrêtés irréguliers au ministère du Développement rural. En conférence de presse, la CCDH reconnaît qu'il y a violation de droits de plusieurs cadres et agents de commandement de ces deux structures liées au ministère du Développement rural. On écoute Maître Éloi Moubilan Sam, coordonnateur national de la CCDH, au téléphone de Pascal Kapalaï. Il y a grande réellement oui, puisque certains cadres et agents ont été radiés pour d'autres, pour certains, et d'autres ont vu écartés par l'arrêté du ministre. L'arrêté du ministre ne répond pas aux normes légales pour mettre de côté ces agents et cadres? À notre avis, puisque la Chaire congolaise des droits de l'homme a investigué, nous avons documenté le dossier, il s'avère que non seulement que l'arrêté signé par le ministre pour déchoir ou radier certains cadres n'est pas rendu public. Deuxièmement, il faut dire que
cet arrêté, s'il existait, c'est vraiment une monstruosité juridique, puisque un arrêté ne peut pas abroger un décret du Premier ministre. La CCDH estime qu'il y a des droits du travail qui a été violé de ces cadres et agents de l'État. Le cadre d'un établissement public, notamment, je cite le cas le plus emblématique, c'est celui de Monsieur Alain Allen, qui était nommé par le ministre du Développement rural, directeur financier de l'OPDA, mais qui a été tout simplement radié. Donc c'est inacceptable. Maître Éloi Moubilan Sam, le coordonnateur de l'ONG CCDH, Chaire congolaise des droits de l'homme. Parlons à présent de l'enseignement primaire et secondaire avec la lutte contre les anti-valeurs ou qui enregistre donc des progrès considérables, programmes enregistrés notamment dans la province éducationnelle de l'EPST Funa. C'est ce qui ressort du rapport d'évaluation de l'itinérance dans les 12 sous-divisions de cette province éducationnelle présenté vendredi par le directeur provincial Robert Kongui. Il a relevé des sanctions qui ont été prises contre les gestionnaires qui ont violé les différentes instructions, mais aussi un accroissement des effectifs des élèves inscrits cette année. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la poursuite des itinérances par les sous-provèdes. Robert Kongui est joint au téléphone par Mamichela. Sur le plan des stratégies sectorielles de l'éducation et de la formation, dans le premier axe qui est l'accessibilité et la rétention, que nous avons réussi par rapport à l'année passée d'inscrire 111 824 élèves par rapport à 108 640, dont une croissance de 2,6%. Les élèves inscrits pour cette année. Sur le plan des antivaleurs, suspendus 17 chefs d'établissement, nous avons fermé 32 écoles. Nous avons mis en moratoire les écoles qui ne répondent pas aux normes de construction jusqu'à la fin de l'année. Nous avons aussi sanctionné 6 inspecteurs qui ont commis les antivaleurs dans le traitement des contrôles du dossier des élèves, les C7. Et il y a eu 84 élèves qui étaient rétrogradés à cause des faux dossiers qu'ils détenaient lors des contrôles de dossier. Les instructions ont été respectées dans l'ensemble. Nous avons beaucoup à faire. Les sous-provèdes et le comité sous-provincial sont appelés de faire le même itinérance dans les écoles comme je l'ai fait dans leurs juridictions respectives. Robert Kongui, le directeur provincial de l'EPST Funa. Élargissement de la sécurité sociale à tous les agents publics de l'État en général et aux enseignants en particulier. Le directeur général de la CNSAP, Junior Mata, est allé à la rencontre des acteurs de l'EPST pour aplanir les divergences et rassurer cette corporation. Écoutez tour à tour Junior Mata et Cécile Chiombo du syndicat des enseignants du Congo au micro de Trésor Kiyombo. L'implémentation concluante de la gratuité de l'enseignement primaire mise en œuvre par le président Tshisekedi et dont les objectifs sont portés par le ministre Tony Moba implique l'alignement de davantage d'enseignants pour suppléer à la mise à la retraite des aînés éligibles à la retraite. Il était donc important d'approcher le méga ministère de l'EPST, considérant que à la suite de cette réforme, plusieurs enseignants aînés éligibles à la retraite vont devoir sortir et donc la CNSAP sera obligée de les prendre en charge. Il était donc de notre devoir de nous rassurer au travers de la séance de travail que nous venons d'avoir avec le ministre qu'aucun retraité de l'EPST ne sera laissé sur le pavé. Nous rassurons à l'enseignant congolais de l'EPST qu'à partir d'aujourd'hui, il est pris en charge par la CNSAP et aussi nous rappelons que pour être membre de la caisse de retraite ou encore de CNSAP, nous sommes tous contributeurs. Ça signifie que personne ne peut dire que je ne peux pas contribuer. Il serait important que nous puissions tous y mettre la main. Junior Mata, le directeur général de la CNSAP, et Cécile Chiombo du CIECO, vous les avez suivis tour à tour. C'est une première au FNPSS, Fonds national de promotion et de services sociaux. Cette structure vient d'être dotée d'un conseil d'administration. Cette nouvelle équipe nommée par ordonnance présidentielle est entrée en fonction. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire qui a présidé la cérémonie d'installation de cette équipe a appelé les promus à travailler pour l'intérêt général.
Beromatanda. L'installation du conseil d'administration et celle de la direction générale marque le début d'une nouvelle ère au Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPES en sigle. Le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a exhorté cette nouvelle équipe en ces termes. Modeste Moutinga. Je vous exhorte à travailler la main dans la main et à privilégier l'intérêt général, qui doit être du reste le dénominateur commun de votre équipe. Dans cette poursuite de l'intérêt général, je demande à chacun de vous de veiller au strict respect de vos attributions, conformément aux textes qui vous régissent, notamment la loi du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et le décret du 23 janvier 2013 fixant le statut d'un établissement public dénommé Fonds national de promotion des services sociaux, en abrégé FNPSS. Je vous demande d'adopter de toute urgence le règlement intérieur qui vous permettra de définir en détail et de mettre en place les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et de sa collaboration avec les autres organes de votre organisme. Alice Mirimo, reconduite au poste de directeur général du FNPES, salue cette redynamisation. Depuis que le pays a accédé à l'indépendance, c'est le premier conseil d'administration dont nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République, et il nous a fait confiance, nous allons l'honorer. Les agents et cadres du FNPES ont accueilli chaleureusement cette nouvelle équipe. Le FNPES a notamment pour mission de mobiliser des fonds nécessaires à la réalisation des actions à caractère social et humanitaire. Beromatanda. Parlant santé à présent, l'échographie fœtale joue un rôle important dans la prise en charge de la femme enceinte afin qu'elle ne décède pas en voulant donner la vie. Voilà ce qu'explique l'organisation pendant 2 jours, soit depuis hier et jusqu'au 17 décembre, ce samedi donc, des 8e journées d'échographie fœtale avec pour thème échographie fœtale et couverture santé universelle. Cette activité qui se déroule à l'université de Kinshasa est organisée par la Fondation Molois en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ainsi que la faculté de médecine de l'UNIKIN. Reportage Genovitch Bois. Ces 8e journées d'échographie fœtale ont un objectif spécifique. Apporter la formation aux jeunes échographistes d'améliorer leurs talents. Dr Antoine Molois est président de la Fondation Molois qui a organisé cette activité. Si nous voulons aller plus loin, c'est pour répondre à la vision du chef de l'État sur l'accouchement gratuit repris dans la couverture santé universelle. Et pour arriver à faire des accouchements gratuits, il faut des préalables, parmi lesquels l'échographie fœtale. Mais de quoi s'agit-il? C'est une échographie axée sur les fœtus. Docteur Tacite Mazobak Pagna est participant. Comme vous le savez, les fœtus, on doit l'étudier pour voir si, il est normal, pour permettre à la femme de l'accoucher dans des conditions appropriées. Au contraire, à ce moment-là, l'échographiste permet au gynécologue, permet à l'obstétricien, permet au médecin praticien de prendre en charge la femme convenablement. Puisqu'il s'agit de la gratuité de la maternité, il est impérieux de former des radiologues, gynécologues et obstétriciens afin d'anticiper sur les différentes difficultés rencontrées par les femmes enceintes, ajoute Dr Angèle Mbongo, médecin radiologue, experte en échographie fœtale et présidente de ces 8e journées. Actuellement, pour que la femme accouche, il faut qu'on sache comment la prendre en charge. L'échographie fœtale, à elle seule, elle permet de reconnaître précocement, par exemple, des grossesses multiples. Elle contribue à surveiller le bien-être fœtal. Et pour participer à ces ateliers, il faut être échographiste généralistes ayant reçu quelques notions d'échographie obstétricale fœtale. Genovitch Boa. Et puis le personnel du ministère de la Santé travaillant au sein du PF, programme élargi de vaccination, vient de bénéficier de nouveaux bâtiments baptisés Dr Jean-Jacques Bongani. Il s'agit du centre des opérations des urgences. L'inauguration a eu lieu vendredi en présence des partenaires. Toutes les activités administratives et techniques du comité d'urgence polio seront concentrées dans ce même lieu. Détail, Cyril Milandou. Le directeur du PEV, Dr Aimé Sikomola, a relevé que ces bâtiments pourraient être élevés en hauteur si possible. Ce n'est donc qu'une première étape. Ce bâtiment va abriter les activités administratives et techniques du COUP et de toutes les urgences, pourra offrir de l'espace également pour d'autres collègues, donc ça ne sera pas que polio,
parce que l'esprit est l'intégration. Ce bâtiment, c'est la première étape. Je suis sûr que par la suite, il pourra être élevé encore, il pourra monter haut. Dr Chour Chamba, représentant des bailleurs, a déclaré que ce bâtiment a été construit pour améliorer les conditions de travail des agents et fonctionnaires du ministère de la Santé. Le couple que nous inaugurons aujourd'hui constitue donc une formidable opportunité qui regroupe en un seul site les technologies les plus innovantes pour améliorer les conditions de travail des professionnels du ministère de la Santé en charge de la lutte contre la polio. Le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, est allé dans le même sens que les précédents orateurs. L'acquisition de ces bâtiments permet au pays d'offrir un cadre convenable de travail à différents membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio et qui, plus est, permettra au PEV d'élargir son espace de travail. Le comité d'urgence polio a été mis en place en 2018 pour accélérer le processus de l'éradication de la polio. Cyril Milandou. Pénurie d'eau dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. La régie des eaux s'explique. Selon le directeur provincial de la régie des eaux Kinshasa, cette situation est due à l'ensablement de l'usine de la Lukaya qui dessert les quartiers Cité Verte, Mamoutou, Dumez, Mongafula commune, Badiadingi et Cité Pombo. Situation causée par les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours dans la ville. Raymond Matundou indique que les constructions anarchiques sont les principales causes. Il estime que si l'on ne prend garde, l'usine de Lukaya risque de disparaître. On l'écoute au téléphone de Cécile Gomba. Notre captage actuellement est ensablé. Alors, comme le captage est ensablé, c'est vraiment difficile que nous puissions capter l'eau brute afin que nous puissions la traiter. Donc, nous nous excusons auprès de nos abonnés de Mongafula, commune, cité Mamoutou, cité verte, pour ces désagréments. Vous savez, avec tout ce qu'il y a eu comme pluie diluvienne qui s'est abattue ces derniers temps dans la ville province de Kinshasa, la rivière Lukaya, qui nous approvisionne en eau brute, est vraiment ensablée. Donc ça ne nous permet pas vraiment de travailler. C'est pas la première fois que l'usine de Lukaya soit ensablée. À votre niveau, quelles sont les dispositions prises pour éviter pareille situation? Bon, comme vous savez, nous ne cessons de décrier les constructions anarchiques qui sont en amont de la rivière. Tout ce qu'il y a comme immondice qu'on jette au niveau des rivières, ça nous pénalise. Nous ne cessons de les dire que les autorités doivent nous aider. Il faut même démolir tout ce qu'il y a comme construction anarchique vers le bassin versant, ça ne sera vraiment utile. Nous ne pouvons pas changer les rivières. Donc l'usine est déjà implantée à ce niveau-là. Nous demandons vraiment aux autorités de nous aider. Si on ne fait pas garde, si on laisse comme ça, un jour cette usine-là va disparaître parce qu'on ne saura pas capter l'eau brute. Raymond Matundou, le directeur provincial de la Régie des eaux Kinshasa. Puis campagne de recouvrement forcé. La Régie des eaux, direction provinciale de Kinshasa, poursuit sa campagne dénommée recouvrement de créances auprès des abonnés de Kinshasa durant ce mois de décembre. Objectif, garantir l'exploitation. La Régie des eaux poursuit également l'opération de déconnexion du branchement au réseau de tous les abonnés coupés qui ne veulent pas honorer leurs factures. Elle demande par ailleurs à tous les abonnés en retard de paiement de bien vouloir honorer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau. Elle rappelle également que toute facture du mois est payable dans les 8 jours après sa réception. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mise en onde de John Condé. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Pascal Capalé qui était à la fois à la rédaction et aussi à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Envolez-vous vers